La neige tombait doucement sur St. Mary Mead en cette veille de Noël 1952, recouvrant le village d'un manteau blanc immaculé. Dans l'atelier centenaire de Thornwood Toys, au cœur du village, un silence inquiétant régnait. Le vieux fabricant de jouets, Edward Thornwood, était retrouvé sans vie dans son atelier, entouré de boîtes à musique qui jouaient toute la même mélodie obsédante. Sur son bureau, une dernière création inachevée, une boîte à musique représentant le village entier, avec des figurines de tous les habitants. Miss Marple, invitée au réveillon chez sa nièce qui habitait juste en face de l'atelier, observe la scène avec curiosité depuis sa fenêtre. Elle remarque quelque chose d'étrange. Les lumières de l'atelier s'éteignent et se rallument selon un rythme particulier, comme un code morse. L'inspecteur Craddock, appelé d'urgence, déclare rapidement qu'il s'agit d'une mort naturelle, le vieil homme ayant simplement succombé à une crise cardiaque. Mais Miss Marple n'est pas convaincue. Elle a reconnu dans les yeux vitreux du défunt cette expression particulière qu'elle avait déjà vue chez son jardinier lorsqu'il avait été empoisonné par des champignons vénéneux. Cette nuit-là, le village entier va découvrir que le dernier cadeau d'Edward Thornwood n'était pas un simple jouet, mais une énigme mortelle. Miss Jane Marple ajusta ses lunettes sur son nez et observa attentivement l'atelier illuminé de l'autre côté de la rue enneigée. Depuis le salon chaleureux de sa nièce, elle pouvait voir distinctement les silhouettes qui s'agitaient derrière les fenêtres givrées. Le vieil Edward Thornwood avait été un pilier de St. Mary Mead pendant plus de 50 ans, créant des jouets enchanteurs qui avaient ravi des générations d'enfants. Ces boîtes à musique étaient particulièrement réputées, véritables œuvres d'art mécanique dont les mélodies semblaient capturer l'essence même de l'enfance. Mais ce soir, quelque chose d'anormal flottait dans l'air froid de décembre. L'inspecteur Craddock émergea de l'atelier en secouant la neige de son manteau sombre, son visage exprimant un mélange de tristesse et de soulagement. Il se dirigea vers la maison de la nièce de Miss Marple, sachant qu'elle y séjournait et qu'elle voudrait certainement des nouvelles. Miss Marple l'accueillit avec une tasse de thé fumant, préparée avec cette prescience qui caractérisait toujours ses actions. L'inspecteur s'assit lourdement dans le fauteuil, près de la cheminée, ses mains enroulées autour de la tasse, pour se réchauffer. Le feu crépitait joyeusement, créant un contraste saisissant avec la tragédie qui venait de se dérouler. « Une mort naturelle, Miss Marple », annonça l'inspecteur d'une voix fatiguée. « Le pauvre homme a eu une crise cardiaque. Le docteur Haydock estime qu'il est décédé vers 18 heures, alors qu'il travaillait sur sa dernière création. » Miss Marple inclina légèrement la tête, ses yeux bleus pétillants, fixant l'inspecteur avec une intensité qui le mettait toujours légèrement mal à l'aise. Elle sirota son thé délicatement avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Une crise cardiaque, dites-vous? Comme c'est étrange. Je l'ai aperçu cet après-midi dans son jardin, et il me semblait en parfaite santé. Il fredonnait même un air joyeux en taillant ses rosiers. » L'inspecteur haussa les épaules avec résignation, habitué aux observations minutieuses de la vieille dame. « Ces choses arrivent soudainement, Miss Marple. Le docteur Haydock n'a relevé aucun signe suspect. Pas de blessure, pas de traces de lutte, rien qui suggère une intervention extérieure. » Miss Marple se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, regardant à nouveau l'atelier, maintenant plongé dans l'obscurité partielle. Une seule lampe restait allumée à l'intérieur, projetant des ombres dansantes sur les murs. Elle remarqua que la porte de l'atelier n'était pas complètement fermée, battant légèrement au gré du vent hivernal. « Inspecteur, dit-elle doucement sans se retourner, avez-vous remarqué l'expression sur le visage de Monsieur Thornwood ?» Craddock fronça les sourcils, essayant de se rappeler les détails. Son expression, je ne sais pas. Il semblait surpris, peut-être. Pourquoi cette question? Miss Marple se tourna enfin vers lui, son visage doux mais déterminé. J'ai vu cette expression une fois auparavant, inspecteur, sur le visage de mon jardinier, Old Ben, lorsqu'il a été empoisonné par des champignons vénéneux qu'il avait confondus avec des comestibles. Cette surprise, mêlée d'incompréhension, comme si le corps réalisait avant l'esprit qu'il avait été trahi.
L'inspecteur posa brusquement sa tasse, renversant quelques gouttes de thé sur la soucoupe. « Vous pensez qu'il a été empoisonné? Mais le docteur Haydock ?» Miss Marple leva une main apaisante. « Je ne pense rien encore, inspecteur. Je remarque simplement. Dites-moi, avez-vous examiné les boîtes à musique qui jouaient lorsque vous êtes arrivé ?» L'inspecteur admit qu'il avait trouvé cela étrange, mais n'y avait pas accordé d'importance particulière. Il y avait 7 boîtes à musique disposées en cercle autour du corps, toutes jouant la même mélodie douce et mélancolique. C'était une vieille comptine de Noël, Le Bon Roi Wenceslas, qui résonnait dans l'atelier glacé avec une qualité presque hypnotique. Miss Marple se rassit et sortit son tricot de son sac, ses aiguilles, commençant leur danse familière. Cette boîte à musique, dites-vous, comme les 7 suspects dans cette affaire que j'ai lue récemment. Inspecteur, permettez-moi de vous poser une dernière question avant que vous ne partiez. Qui a découvert le corps? Craddock consulta ses notes rapidement. C'est son neveu, Thomas Thornwood. Il était venu livrer des provisions pour le réveillon de Noël. Il a trouvé la porte ouverte et son oncle effondré sur son établi. Miss Marple hocha la tête pensivement, ses aiguilles ne s'arrêtant jamais dans leurs mouvements réguliers. Dehors, la neige continuait de tomber, ensevelissant les secrets de St. Mary Mead sous son manteau blanc et immaculé. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à l'atelier, accompagnée de l'inspecteur Craddock, qui avait finalement accepté de reconsidérer sa conclusion hâtive. Le soleil d'hiver filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant des milliers de jouets en bois qui peuplèrent les étagères comme une armée silencieuse. L'odeur de sciure fraîche et de vernis, mêlée à celle du pain de Noël, créait un parfum nostalgique qui rappelait à Miss Marple son enfance. Au centre de l'atelier trônait l'établi massif d'Édouard, recouvert d'outils minutieusement rangés et de plans détaillés. La boîte à musique inachevée, celle représentant le village, occupait la place d'honneur, au milieu du désordre organisé. Miss Marple s'approcha de la création inachevée avec précaution, ses yeux experts scannant chaque détail. La miniature était d'une précision stupéfiante. Chaque maison, chaque arbre, chaque personnage était reproduit avec une exactitude troublante. Elle reconnut immédiatement les figurines de plusieurs habitants du village, chacune sculptée avec un talent remarquable. Il y avait le révérend Clément, le docteur Haydock, la postière Mademoiselle Wetherby, le notaire Petterick et 3 autres personnages qu'elle ne reconnut pas immédiatement. 7 figurines au total, disposées autour d'une petite église au centre du village miniature. « Inspecteur !» appela Miss Marple sans quitter la boîte à musique des yeux. « Avez-vous une liste des héritiers de M. Thornwood ?» Craddock sortit son carnet et le feuilleta rapidement. « Oui, j'ai pu obtenir ces informations du notaire Petterick ce matin. Le testament sera lu demain, mais Petterick m'a confirmé qu'il y a 7 bénéficiaires principaux. » Miss Marple se redressa légèrement. Un sourire énigmatique effleurant ses lèvres. 7, naturellement. Et je suppose que ces 7 personnes sont toutes présentes au village pour les fêtes. L'inspecteur acquiesça, consultant à nouveau ses notes avec plus d'attention. Thomas Thornwood, le neveu qui a découvert le corps, hérite de l'atelier et du commerce. Margaret Crane, une nièce de Londres, reçoit la maison familiale. Le révérend Clément obtient une donation substantielle pour l'église. Le docteur Haydock reçoit la collection de livres médicaux anciens de Thornwood. Mademoiselle Emily Wetherby, la postière, hérite de la correspondance et des archives familiales. Petterick lui-même reçoit plusieurs tableaux de valeur. Et enfin, il y a un legs pour une certaine Madame Ashford, une ancienne employée de la manufacture qui vit maintenant dans le village voisin. Miss Marple retourna examiner les figurines sur la boîte à musique, les comparant mentalement avec la liste des héritiers. Chaque figurine portait des détails distinctifs qui permettaient l'identification. Le révérend avec son col ecclésiastique, le docteur avec sa sacoche, la postière avec son uniforme caractéristique. Inspecteur, remarquez-vous quelque chose de particulier concernant le positionnement de ces figurines? Craddock s'approcha et observa attentivement
Les 7 figurines étaient là disposées en cercle autour de l'église, mais chacune semblait pointer vers une direction différente, comme les aiguilles d'une horloge déréglée. Chaque figurine pointe vers une heure différente, murmura Miss Marple, traçant du doigt les lignes imaginaires. 7 heures, 3 heures, minuit, 9 heures, 6 heures, 1 heure et 4 heures. Est-ce que ces heures vous évoquent quelque chose, inspecteur? Craddock secoua la tête, perplexe. Miss Marple continua son examen minutieux, remarquant maintenant que sous chaque figurine était gravé un chiffre romain, presque invisible. Elle sortit sa loupe de son sac à main, elle l'emportait toujours avec elle depuis l'affaire du diamant perdu, et déchiffra lentement les inscriptions. I, 2, 3, 4, V, 6, 7, lut-elle à voix haute. Mais pas dans l'ordre. Les chiffres sont mélangés. Le révérend porte le numéro 3, le docteur le Finn, mademoiselle Weatherby le 7. L'inspecteur commençait à comprendre où elle voulait en venir. Vous pensez que c'est un code? Que Thornwood essayait de nous dire quelque chose. Miss Marple replaça délicatement la boîte à musique sur l'établi. Je pense que M. Thornwood savait qu'il était en danger et qu'il a créé cette dernière œuvre comme un message que seul celui qui prendrait le temps de vraiment regarder pourrait comprendre. Soudain, un bruit résonna dans l'atelier. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air glacial et un homme d'une 40aine d'années, le visage rouge de froid et d'agitation. « Inspecteur Craddock !» cria Thomas Thornwood en entrant précipitamment. « Il faut que vous veniez immédiatement. Quelqu'un a volé les registres de l'atelier pendant la nuit. Tous les livres de comptes, toutes les commandes, tout a disparu. » Miss Marple et l'inspecteur échangèrent un regard entendu. L'affaire venait de prendre une tournure nettement plus sinistre, et le calme apparent de St. Mary Mead cachait décidément des secrets beaucoup plus sombres qu'une simple mort naturelle. Miss Marple insista pour examiner elle-même les boîtes à musique qui avaient des jouets autour du corps d'Edward Thornwood. L'inspecteur Craddock les avait fait transporter au poste de police pour examen, mais la vieille dame obtint la permission de les étudier dans la salle de réunion du village. 7 boîtes identiques en apparence, toutes fabriquées par Thornwood lui-même, toutes jouant le bon roi Wenceslas avec la même perfection mécanique. Elle les disposa sur la longue table de chêne, reproduisant exactement leur position autour de l'établi, formant ce cercle mystérieux qui hantait ses pensées. Chaque boîte était un chef-d'œuvre d'artisanat, avec des incrustations de nacre et d'ébène, formant des motifs complexes. Miss Marple les examina une par une avec sa loupe, cherchant des différences, des anomalies, quelque chose qui expliquerait leur rôle dans cette tragédie. La première boîte présentait une scène d'hiver, avec des enfants patinant sur un lac gelé. La deuxième montrait le Père Noël distribuant des cadeaux. Les autres représentaient diverses scènes de Noël traditionnelles, toutes exécutées avec un talent extraordinaire. Mais c'était la 5e boîte qui attira particulièrement son attention. « Inspecteur » appela-t-elle doucement, « pourriez-vous faire venir le docteur Haydock? J'aimerais qu'il examine quelque chose. » Pendant qu'ils attendaient l'arrivée du médecin, Miss Marple continua son investigation. Elle remarqua que la 5e boîte à musique, celle qui représentait un atelier de jouets miniatures, avait une particularité. Le mécanisme était légèrement différent des autres. Quand elle l'ouvrit avec précaution, elle découvrit que le cylindre métallique qui produisait la musique était recouvert d'une substance brunâtre, presque imperceptible. Le docteur Haydock arriva rapidement, intrigué par cette convocation inhabituelle. C'était un homme robuste d'une 60aine d'années, avec des favoris grisonnants et des yeux perçants qui ne manquaient jamais un détail médical. « Miss Marple, l'inspecteur m'a dit que vous aviez découvert quelque chose d'important. » Elle lui montra la 5e boîte à musique et la substance sur le mécanisme. « Docteur, pourriez-vous analyser cette substance? Je crois que nous trouverons qu'il s'agit d'un poison, probablement de la digitaline ou quelque chose de similaire. » Haydock sortit sa trousse et préleva un échantillon avec précaution, son expression devenant de plus en plus grave. « Si vous avez raison, Miss Marple, cela signifie que Thornwood a été empoisonné par contact. Mais comment ?»
Miss Marple manipula délicatement le mécanisme, montrant comment le ressort devait être remonté. Monsieur Thornwood était méticuleux dans son travail. Il remontait personnellement chaque boîte à musique avant de la livrer à ses clients. Si cette boîte particulière était empoisonnée, il aurait absorbé le poison par la peau en la remontant. L'inspecteur Craddock s'approcha, observant la boîte avec un mélange d'horreur et de fascination. Mais qui aurait pu faire une chose pareille? Et comment savait-il que Thornwood remonterait précisément cette boîte? Miss Marple referma doucement le couvercle de la boîte empoisonnée. C'est là toute la question, inspecteur. Ces 7 boîtes à musique étaient destinées aux 7 héritiers. Thornwood les préparait pour Noël. Quelqu'un savait qu'il vérifierait chaque mécanisme avant de les offrir. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes intimement. Le docteur Haydock promit d'analyser l'échantillon immédiatement et de communiquer les résultats dans les plus brefs délais. Après son départ, Miss Marple se tourna vers l'inspecteur avec un air pensif. Il nous faut maintenant déterminer à qui chaque boîte était destinée. Il doit y avoir des indices, des cartes de vœux peut-être, ou des inscriptions. Ils retournèrent à l'atelier où, dans un tiroir secret que Thomas Thornwood leur montra, ils découvrirent 7 petites cartes de Noël, chacune portant le nom d'un héritier et un numéro correspondant aux chiffres romains sur les figurines. La 5e boîte, murmura Miss Marple en examinant les cartes, était destinée au docteur Haydock. L'inspecteur pâlit visiblement. Vous voulez dire que quelqu'un essayait de tuer Haydock, mais que Thornwood est mort à sa place en testant le mécanisme? Miss Marple secoua la tête lentement. Non, inspecteur, je crois que le meurtrier savait exactement ce qui se passerait. Edward Thornwood était la cible depuis le début. Les boîtes à musique, les héritiers, tout cela n'est qu'une mise en scène élaborée. Une distraction pour nous éloigner de la véritable question. Pourquoi quelqu'un voulait-il que le fabricant de jouets meure précisément la veille de Noël? Le lendemain matin, Miss Marple décida de rendre visite à la plus âgée des héritières, Madame Ashford, qui résidait dans le village voisin de Much Benham. C'était une femme d'environ 70 ans, aux cheveux blancs, soigneusement coiffés et aux mains déformées par l'arthrite. Elle accueillit Miss Marple dans son petit cottage, avec une tasse de thé et des biscuits, faits maison, ravie d'avoir de la compagnie en cette période de fête. Les murs du salon étaient couverts de photographies anciennes, montrant la manufacture Thornwood à son apogée, quand des dizaines d'ouvriers produisaient des jouets pour tout le pays. Je me souviens de l'époque où la manufacture employait plus de 50 personnes, raconta Madame Ashford avec nostalgie. C'était avant la guerre, bien sûr. Monsieur Edward était alors un jeune homme plein d'ambition, tout juste revenu de son apprentissage en Allemagne. Il avait appris l'art des automates et des mécaniques complexes auprès des meilleurs artisans de Nuremberg. Miss Marple sirota son thé pensivement, encourageant la vieille dame à continuer. Les souvenirs coulaient facilement, libérés par des années de silence et le besoin de partager une histoire que personne ne semblait plus vouloir écouter. Il y a eu 7 associés au départ, poursuivit Madame Ashford, ses yeux se voilant légèrement. 7 hommes qui avaient investi dans la manufacture et qui espéraient faire fortune. Monsieur Edward, bien sûr, était le maître artisan. Il y avait aussi Petterick, qui était déjà notaire à l'époque, le révérend Clément père, le docteur Haydock père, le père de Thomas Thornwood, le grand-père de Margaret Crane et le père de Mademoiselle Weatherby. Miss Marple nota mentalement cette information cruciale. 7 associés originaux, 7 héritiers actuels. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Que s'est-il passé avec ces associés? Demanda Miss Marple doucement. Madame Ashford sembla hésiter, ses doigts arthritiques serrant nerveusement sa tasse. Il y a eu un scandale, il y a environ 30 ans. Une grosse commande pour l'armée avait disparu, des milliers de livres sterling envolés. Les autres associés accusèrent M. Edward d'avoir détourné les fonds. Il y eut un procès terrible. Finalement, rien ne put être prouvé, mais la manufacture fut ruinée. Les 6 autres associés
perdirent tout leur investissement. Certains ne s'en remirent jamais. Miss Marple posa sa tasse, avec précaution. Et Monsieur Thornwood, comment a-t-il pu continuer? Madame Ashford eut un sourire triste. Il a recommencé à zéro, seul dans son atelier. Il a passé les 30 années suivantes à se racheter, à reconstruire sa réputation. Et maintenant, avec son testament, il lègue à chaque descendant des associés une part de ce qu'il a reconstruit. C'est comme s'il voulait réparer les torts du passé, même si je ne crois pas qu'il ait jamais vraiment détourné cet argent. Qui, pensez-vous, a réellement volé cette commande? Interrogea Miss Marple, ses yeux bleus fixant intensément la vieille dame. Madame Ashford baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue, même dans son propre salon. J'ai toujours pensé que c'était l'un des autres associés, quelqu'un qui avait besoin d'argent désespérément et qui a profité de la confusion de l'époque. Mais je n'ai jamais eu de preuves. Monsieur Edward m'a fait promettre de ne jamais en parler. Il disait que la vérité ferait plus de mal que de bien. Miss Marple remercia Madame Ashford pour son temps et sa franchise, puis retourna à St. Mary Mead d'un pas vif malgré son âge. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit méticuleux. Le testament d'Edward Thornwood n'était pas simplement un acte de générosité tardive, c'était un message, peut-être même une confession ou une accusation posthume. Chaque legs avait une signification particulière. Chaque héritier était lié par les péchés de leur père. La question restait, qui parmi eux avait décidé que cette réparation ne devait jamais avoir lieu? En passant devant l'église, elle remarqua le révérend Clément qui sortait de la sacristie, l'air préoccupé. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la mort de Thornwood, ses épaules voûtées portant un fardeau invisible. Miss Marple se demanda ce qu'il savait réellement sur le scandale d'il y a 30 ans, et si son père, le révérend Clément Père, avait partagé avec lui les secrets de cette époque trouble. Le soir tombait sur St. Mary Mead, et avec lui, l'ombre du passé s'étendait sur le village endormi, menaçant de réveiller des fantômes que beaucoup préféraient laisser dormir. La lecture du testament d'Edward Thornwood eut lieu dans l'étude sombre du notaire Petterick, le lendemain après-midi. Les 7 héritiers étaient tous présents, assis sur des chaises inconfortables disposées en demi-cercle face au bureau massif de chêne. L'atmosphère était lourde de tension et d'anticipation, chacun se demandant secrètement ce que le défunt leur avait laissé. Miss Marple avait été invitée à assister à la lecture par l'inspecteur Craddock, qui appréciait maintenant pleinement sa perspicacité et souhaitait observer les réactions des héritiers sous son œil l'expert. Petterick, un homme mince aux lunettes en demi-lune, ouvrit solennellement le document scellé et commença à lire d'une voix monotone. Comme prévu, Thomas Thornwood héritait de l'atelier et de tous les outils. Margaret Crane recevait la maison familiale, le révérend Clément une donation pour l'église, le docteur Haydock la bibliothèque médicale, mademoiselle Weatherby les archives familiales et madame Ashford une rente annuelle confortable. Petterick lui-même recevait plusieurs tableaux de maîtres anciens, mais ce fut le dernier paragraphe du testament qui figea tout le monde dans un silence stupéfait. Et maintenant, lut Petterick d'une voix qui tremblait légèrement, je dois faire une confession qui pèse sur ma conscience depuis 30 ans. L'argent de la commande militaire n'a jamais été volé. Je l'ai utilisé pour sauver la vie de quelqu'un que j'aimais, quelqu'un qui se trouvait dans une situation désespérée. Je ne nommerai pas cette personne ici, car elle n'est plus de ce monde et mérite de reposer en paix. Mais je lègue à chacun de vous, descendants de mes anciens associés, une part égale de ce que j'ai construit avec mes propres mains, en réparation du tort que j'ai causé à vos familles. Un murmure parcourut l'assistance. Thomas Thornwood se leva brusquement, son visage rouge de colère. Il avoue son crime et pense que cela suffit. Mon père est mort dans la honte à cause de cette affaire. Il a perdu tout ce qu'il possédait. Margaret Crane, une femme élégante d'une 40aine d'années, posa une main apaisante sur son bras. « Thomas, assieds-toi, laisse le notaire finir. » Mais Thomas se dégagea violemment, renversant sa chaise dans le processus. Petterick attendit que le calme revienne avant de continuer.
Il y a plus. Monsieur Thornwood a écrit une lettre séparée pour chacun de vous, à ouvrir en privé. Ces lettres sont scellées et marquées de votre nom. Il sortit 7 enveloppes d'un tiroir et commença à les distribuer. Miss Marple observa attentivement chaque visage, alors que les héritiers recevaient leur enveloppe. Le révérend Clément pâlit visiblement. Le docteur Haydock serra sa lettre si fort que ses jointures blanchirent. Mademoiselle Weatherby sembla au bord des larmes. Après la lecture, alors que les héritiers se dispersaient avec leurs lettres, Miss Marple s'approcha discrètement du notaire. « Monsieur Petterick, avez-vous une idée de l'identité de cette personne qu'Edward Thornwood a sauvée ?» Le notaire retira ses lunettes et les nettoya nerveusement. « Miss Marple, même si je le savais, ce qui n'est pas le cas, le secret professionnel m'interdirait de le révéler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Thornwood était un homme d'honneur. S'il dit qu'il a agi pour sauver une vie, je le crois. » Miss Marple hocha la tête, pensivement. « Et vous, monsieur Petterick, que contenait votre lettre personnelle ?» Le notaire sembla surpris par la question, puis un sourire triste apparut sur son visage. Il me remerciait pour ma loyauté pendant toutes ces années, malgré les soupçons et les accusations. Il me demandait aussi de veiller à ce que la vérité ne soit jamais révélée publiquement, pour protéger la mémoire de la personne concernée. Miss Marple comprit qu'elle n'obtiendrait rien de plus du notaire professionnel. En quittant l'étude, elle croisa le docteur Haydock, qui sortait précipitamment, son visage habituellement jovial, maintenant figé dans une expression de choc profond. Il tenait sa lettre froissée dans une main tremblante et ne sembla même pas remarquer Miss Marple. L'inspecteur Craddock, qui avait observé toute la scène depuis le fond de la pièce, rejoignit Miss Marple sur le trottoir enneigé. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. Miss Marple ajusta son chapeau contre le vent glacial. « Je pense, inspecteur, que nous assistons aux conséquences d'un secret vieux de 30 ans. Un secret si terrible qu'il a poussé quelqu'un au meurtre pour l'empêcher d'être révélé. Ces lettres personnelles contiennent la clé du mystère, et nous devons découvrir leur contenu avant qu'il n'y ait une autre victime. » Le lendemain matin, St. Mary Mead se réveilla sous un épais brouillard glacial qui enveloppait le village d'une atmosphère fantomatique. Miss Marple était à peine levée lorsque des coups frénétiques retentirent à la porte de sa nièce. C'était le jeune constable, le visage blême, qui annonça une nouvelle tragédie. Mademoiselle Emily Weatherby, la postière, avait été retrouvée inconsciente dans son appartement au-dessus du bureau de poste. Le docteur Haydock était déjà sur place et tentait de la ranimer, mais son état était critique. Miss Marple enfila rapidement son manteau et se précipita vers le bureau de poste, son cœur battant la chamade, malgré son apparence calme. L'appartement de mademoiselle Weatherby était petit, mais impeccablement rangé, reflétant la personnalité méticuleuse de son occupante. La postière gisait sur son lit, son teint cireux et sa respiration superficielle, témoignant d'un empoisonnement similaire à celui qui avait tué Edward Thornwood. Sur sa table de chevet se trouvait une tasse de thé à moitié vide et, plus troublante encore, la lettre personnelle qu'elle avait reçue du notaire la veille, froissée, comme si elle l'avait lue et relue plusieurs fois. Le docteur Haydock travaillait fébrilement, administrant des antidotes et surveillant les signes vitaux de la malheureuse femme. « C'est de la digitaline, j'en suis certain », déclara Haydock, sans lever les yeux de sa patiente. « La même substance que nous avons trouvée sur la boîte à musique. Mais cette fois, elle était dans son thé. Si je ne l'avais pas trouvée à temps. » Il n'acheva pas sa phrase, mais tous comprirent la gravité de la situation. Miss Marple s'approcha de la table de chevet et examina la tasse avec précaution. Le thé avait une odeur légèrement amère, presque imperceptible, que seul un palais très attentif aurait pu remarquer. L'inspecteur Craddock arriva quelques minutes plus tard, accompagné de 2 agents. Il interrogea immédiatement le docteur sur l'état de mademoiselle Weatherby. « Elle survivra, je pense », répondit Haydock avec soulagement. Mais c'était une question de minutes. Quelqu'un l'a visitée hier soir, après la lecture du testament, et a empoisonné son thé. Fort heureusement,
Elle n'en a bu que quelques gorgées avant de se sentir mal et de téléphoner pour demander de l'aide. Miss Marple se tourna vers l'inspecteur avec urgence. Nous devons protéger les autres héritiers immédiatement. Le meurtrier ne s'arrêtera pas là. Pendant que l'inspecteur organisait la protection des autres héritiers, Miss Marple demanda la permission de lire la lettre froissée sur la table de chevet. Craddock hésita, puis acquiesça, comprenant que la vieille dame pourrait y déceler des indices qu'il aurait manqués. La lettre était écrite de la main tremblante d'Edward Thornwood et révélait un secret bouleversant. « Chère Émilie, vous êtes la seule à qui je peux confier ceci. Votre mère, il y a 30 ans, se trouvait dans une situation désespérée. Elle était enceinte et le père de l'enfant l'avait abandonnée. Dans notre société, cela aurait signifié sa ruine complète. J'ai utilisé l'argent de la commande militaire pour l'envoyer en France, où elle a pu accoucher dans la discrétion et donner l'enfant en adoption. Votre mère est morte en emportant ce secret, mais vous méritez de connaître la vérité sur votre demi-sœur. » Miss Marple reposa délicatement la lettre, ses mains tremblant légèrement. Le puzzle prenait forme dans son esprit avec une clarté terrible. « Inspecteur, dit-elle d'une voix grave, je crois que nous devons réunir tous les héritiers immédiatement. Le meurtrier est parmi eux, et je pense savoir qui c'est. Mais nous avons besoin de plus de preuves avant de pouvoir l'accuser formellement. » Craddock regarda Miss Marple avec admiration et appréhension. Il connaissait cette expression sur son visage. C'était celle qu'elle arborait quand tous les éléments de l'énigme s'assemblaient enfin dans son esprit remarquable. Alors qu'il quittait l'appartement de mademoiselle Weatherby, laissant une infirmière à son chevet, Miss Marple s'arrêta soudainement. « Inspecteur, il y a une chose que je dois vérifier immédiatement. Pouvez-vous me conduire aux archives de l'état civil? Je dois consulter certains registres de naissance et de décès, datant d'il y a environ 29 ou 30 ans. » Craddock ne posa pas de questions. Ayant appris à faire confiance aux intuitions de Miss Marple, ils se dirigèrent vers la mairie voisine, où les registres anciens étaient conservés dans une salle poussiéreuse au sous-sol. Ce qu'ils y découvrirent confirmerait les pires soupçons de Miss Marple et révélerait l'identité du meurtrier. La salle des archives était froide et humide, sentant le vieux papier et le moisi. Miss Marple, équipée de sa loupe et de son carnet, parcourait méthodiquement les registres de l'année 1922 et 1923. L'inspecteur Craddock l'assistait en feuilletant les lourds volumes reliés de cuir, cherchant les noms que Miss Marple lui indiquait. La lumière faible des ampoules nues projetait des ombres inquiétantes sur les rangées interminables d'étagères chargées de documents. Le silence n'était rompu que par le bruissement des pages tournées et le grattement occasionnel du crayon de Miss Marple. « Voici », murmura-t-elle soudainement, son doigt pointant une entrée dans le registre des décès de 1923. Madame Sarah Weatherby, décédée le 15 mars 1923, à l'âge de 42 ans. Cause du décès, complications suite à un accouchement. Craddock se pencha pour lire l'entrée de plus près. Mais mademoiselle Emily Weatherby a environ 45 ans maintenant. Cela signifie que sa mère est morte quand elle avait environ 15 ans. Miss Marple hocha la tête gravement. Exactement. Et maintenant, cherchons dans les registres de naissance de la même période. Ils trouvèrent l'entrée qu'ils cherchaient après une recherche minutieuse. Une naissance enregistrée à Paris, France, le 20 février 1923. Le nom de la mère était Sarah Weatherby, mais le nom du père était laissé vide. L'enfant, une fille, avait été nommée Anne et avait été confiée à un orphelinat parisien le jour même de sa naissance. L'enfant illégitime, murmura Miss Marple, la raison pour laquelle Edward Thornwood a sacrifié sa réputation et celle de sa manufacture. Craddock commençait à comprendre l'ampleur du drame qui s'était déroulé 30 ans auparavant. Mais ce fut la découverte suivante qui révéla toute l'étendue de la tragédie. En consultant les registres d'adoption britanniques, ils découvrirent qu'en 1925, une petite fille nommée Anne, née à Paris, avait été adoptée par un couple anglais revenant de France. Le nom des parents adoptifs fit blêmir l'inspecteur, Monsieur et Madame Harold Crane, les grands-parents de Margaret Crane,
l'une des héritières. Mon Dieu, souffla Craddock. Margaret Crane est la demi-sœur de mademoiselle Weatherby. Elle est l'enfant pour qui Thornwood a tout sacrifié. Miss Marple referma le registre avec précaution, son visage reflétant une profonde tristesse. Oui, inspecteur, et je crains que Margaret Crane ne soit également notre meurtrière. Edward Thornwood, dans sa volonté de réparer les torts du passé, a décidé de révéler la vérité sur les origines de Margaret. Il lui a sans doute écrit dans sa lettre personnelle qu'elle était le fruit d'une liaison illégitime, qu'elle avait été abandonnée à la naissance et que sa véritable mère était la postière du village. Pour une femme de la haute société londonienne comme Margaret, cette révélation représentait une menace existentielle pour sa position sociale. L'inspecteur se frotta le visage avec lassitude. Mais pourquoi tuer Thornwood? Pourquoi ne pas simplement détruire la lettre et garder le secret? Miss Marple se dirigea vers la sortie, son pas décidé, malgré son âge, parce que Thornwood avait décidé de tout révéler publiquement. Inspecteur, j'en suis convaincu. La lettre personnelle n'était qu'un avertissement, une chance pour Margaret de préparer sa défense. Mais le véritable testament, celui qui devait être lu plus tard, contenait probablement toute la vérité. Margaret devait l'empêcher de parler avant qu'il ne soit trop tard. Ils remontèrent rapidement à l'étage, où Craddock utilisa le téléphone de la mairie pour contacter le poste de police. « Où est Margaret Crane en ce moment ?» demanda-t-il à son sergent. La réponse le glaça d'effroi. Margaret avait quitté sa chambre d'hôtel tôt le matin, et personne ne l'avait revue depuis. « Elle fuit », dit Miss Marple, calmement. « Ou pire encore, elle va tenter d'éliminer les autres témoins potentiels. Inspecteur, nous devons retourner immédiatement à l'atelier de Thornwood. Je crois qu'il y a un second testament caché quelque part, et Margaret va essayer de le détruire. » Ils coururent vers la voiture de police, garée devant la mairie, le brouillard se levant lentement pour révéler un ciel gris et menaçant. St. Mary Mead, habituellement si paisible, était devenu le théâtre d'un drame qui remontait à 3 décennies. Miss Marple serra son sac à main contre elle, priant silencieusement qu'ils arrivent à temps pour empêcher une nouvelle tragédie. Le village de son enfance, avec ses secrets enfouis et ses mensonges polis, révélait enfin sa vraie nature, un endroit où le passé ne mourait jamais vraiment, mais attendait seulement le bon moment pour ressurgir et réclamer son dû. La voiture de police s'arrêta dans un crissement de pneus devant l'atelier de Thornwood. La porte était entr'ouverte, battant doucement dans le vent froid. Miss Marple et l'inspecteur Craddock entrèrent prudemment, leurs pas résonnant sur le plancher de bois. L'atelier avait été plongé dans la pénombre, illuminé seulement par la faible lumière grise qui filtrait à travers les fenêtres sales. Au centre de la pièce, près de l'établi, se tenait Margaret Crane, élégamment vêtue d'un manteau de fourrure, tenant dans ses mains gantées un document qu'elle s'apprêtait visiblement à brûler dans le petit poêle de l'atelier. « Mademoiselle Crane », appela Miss Marple d'une voix douce mais ferme, « je vous prie de ne pas détruire ce document. Je crois qu'il s'agit du véritable testament d'Edward Thornwood, celui qu'il avait l'intention de faire lire après Noël. » Margaret se retourna brusquement, son beau visage déformé par une expression de rage et de désespoir. Ses yeux, normalement si froids et contrôlés, brillaient maintenant d'une lueur dangereuse. Elle serra le document contre sa poitrine, comme pour le protéger, ou peut-être pour se protéger elle-même de la vérité qu'il contenait. « Vous ne comprenez pas » siffla Margaret, sa voix habituellement posée, maintenant stridente. « Cette histoire aurait détruit ma vie. Tout ce que j'ai construit, ma position dans la société, mon mariage avec Lord Ashton, qui doit être annoncé le mois prochain, tout aurait été anéanti par cette révélation sordide. » Elle recula vers le poêle, maintenant le document dangereusement près des flammes. L'inspecteur Craddock fit un pas en avant, mais Miss Marple l'arrêta d'un geste discret. Elle savait que toute précipitation pourrait pousser Margaret à un acte désespéré. Miss Marple s'avança lentement, ses mains levées dans un geste apaisant. « Margaret, puis-je vous appeler Margaret? Je comprends votre douleur. Découvrir à 40 ans que toute votre vie repose sur un mensonge doit être déchirant. Mais Edward Thornwood ne voulait pas vous détruire.
Il voulait réparer une injustice, vous donner la possibilité de connaître vos véritables origines. Margaret laissa échapper un rire amer et sans joie. Mes origines. Vous voulez dire que je suis la fille illégitime d'une postière et d'un homme qui l'a abandonnée, que j'ai été jetée comme un déchet dans un orphelinat parisien? Non, répondit Miss Marple avec douceur. Vous êtes la fille d'une femme qui a fait un choix difficile dans des circonstances impossibles, et d'un homme qui a sacrifié sa réputation pour vous sauver. Edward Thornwood vous aimait, Margaret, même s'il ne pouvait pas le montrer ouvertement. Tous ces legs, toute cette reconnaissance aux descendants des associés, c'était sa façon de s'assurer que vous seriez pris en charge, que vous ne manqueriez jamais de rien. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Margaret, traçant des sillons dans son maquillage parfait. Il m'a écrit dans cette lettre personnelle, poursuivit Margaret d'une voix brisée, qu'il était mon véritable père, que ma mère était Sarah Weatherby, et qu'il l'aimait mais ne pouvait pas l'épouser à cause des conventions sociales. Il a dit qu'il avait vécu dans le regret pendant 30 ans, me regardant grandir de loin sans jamais pouvoir me reconnaître comme sa fille. Elle s'effondra sur une chaise, le document tombant de ses mains tremblantes. Miss Marple le ramassa rapidement et le tendit à l'inspecteur Craddock. L'inspecteur lut rapidement le document. C'était effectivement un testament additionnel, daté de quelques jours avant la mort de Thornwood. Il léguait l'intégralité de sa fortune personnelle, cachée pendant des années, à Margaret Crane, sa fille biologique. Le montant était considérable, des dizaines de milliers de livres sterling, fruit de ses économies méticuleuses. Il voulait que vous ayez une sécurité financière, dit doucement Miss Marple, pas vous détruire. Margaret leva vers elle des yeux rougis par les pleurs. Mais je l'ai tué, mon propre père, et j'ai essayé de tuer mademoiselle Weatherby, ma demi-sœur, parce que j'avais peur qu'elle révèle tout. Qu'est-ce que cela fait de moi? Margaret Crane resta assise dans le silence de l'atelier, le poids de ses actes l'écrasant comme une chape de plomb. L'inspecteur Craddock s'approcha doucement et sortit ses menottes, mais Miss Marple secoua la tête. « Laissez-la parler, inspecteur. Elle a besoin de se confesser, et nous avons besoin de comprendre toute l'histoire. » Craddock hésita, puis rangea les menottes, restant néanmoins prêt à intervenir si nécessaire. Le poêle crépitait dans le coin, projetant une lueur orangée sur les visages tendus des 3 personnes présentes. « J'ai reçu une lettre de lui, il y a 3 semaines, » commença Margaret, d'une voix monotone, comme si elle récitait les événements à une personne absente. Une lettre qui me demandait de venir à St. Mary Mead pour Noël, qu'il avait quelque chose d'important à me révéler. J'ai cru qu'il s'agissait simplement d'un héritage, d'une reconnaissance pour ma position sociale. Je suis venu par curiosité, rien de plus. Elle essuya ses larmes avec un mouchoir de dentelle, ses mains tremblant toujours. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres de l'atelier comme des tambours fantomatiques. Mais le jour de mon arrivée, il m'a demandé de venir le voir en privé, continua Margaret. Il m'a tout raconté. Comment il était tombé amoureux de Sarah Weatherby, comment les conventions sociales les avaient empêchés de se marier. Lui était un artisan respecté, elle, une simple employée. Comment elle était tombée enceinte, et comment il avait utilisé l'argent de la manufacture pour l'envoyer en France, accoucher dans la discrétion. Il m'a montré des lettres, des photographies, des preuves irréfutables de ma véritable identité. Miss Marple écoutait attentivement, reconstituant mentalement les pièces manquantes du puzzle. J'étais furieuse, admit Margaret, sa voix se durcissant, pas seulement à cause de la révélation, mais parce qu'il voulait rendre tout cela public. Il disait qu'il en avait assez de vivre dans le mensonge, qu'il voulait me reconnaître officiellement avant de mourir. Il ne comprenait pas, ou refusait de comprendre, ce que cela signifierait pour moi. Mon fiancé, Lord Ashton, est un homme très conventionnel. Sa famille ne tolérerait jamais une alliance avec quelqu'un de naissance illégitime. Tout ce pour quoi j'ai travaillé, tous les sacrifices que j'ai faits pour m'élever dans la société, tout aurait été anéanti. L'inspecteur Craddock intervint pour la première fois. « Alors vous avez décidé de le tuer »
Margaret hocha la tête, lentement. Je connaissais ses habitudes. Il m'avait montré comment il préparait les boîtes à musique pour ses héritiers, comment il testait méticuleusement chaque mécanisme avant de les offrir. J'ai apporté la Daget-Alan avec moi depuis Londres. Ça, je l'avais obtenu d'un pharmacien peu scrupuleux, en prétendant en avoir besoin pour traiter un problème cardiaque. Pendant qu'il était sorti chercher du thé, j'ai enduit le mécanisme de la 5e boîte à musique, celle destinée au docteur Haydock, sachant qu'il la testerait cette nuit-là. C'était un plan astucieux, admit Miss Marple, sans approbation dans sa voix. Si le poison n'avait pas été détecté, sa mort aurait été attribuée à une crise cardiaque naturelle. Personne n'aurait soupçonné un meurtre. Margaret eut un sourire amer. « Sauf que vous êtes intervenue, Miss Marple. Vous et votre maudite perspicacité. J'aurais dû me douter que vous ne vous contenteriez pas de la version officielle. » Elle se leva soudainement, faisant sursauter l'inspecteur, mais elle se dirigea simplement vers la fenêtre, regardant le village endormi sous la neige. « Et mademoiselle Weatherby ?» demanda doucement Miss Marple. « Pourquoi avez-vous essayé de la tuer ?» Margaret ne se retourna pas, parce que sa lettre personnelle révélait qu'elle était ma demi-sœur. Je savais qu'elle finirait par faire le lien, par comprendre toute l'histoire. Je suis allé la voir après la lecture du testament, prétextant vouloir discuter de nos héritages respectifs. Elle a préparé du thé, et pendant qu'elle était dans la cuisine, j'ai versé le reste de ma digitaline dans sa tasse, mais elle n'en a bu que quelques gorgées avant de se sentir mal. Sa voix se brisa à nouveau. Je n'arrive pas à croire que je sois devenu ce monstre. Tout cela pour préserver un mensonge, une façade de respectabilité. L'inspecteur Craddock s'approcha enfin et passa les menottes au poignet de Margaret Crane avec une douceur surprenante. « Margaret Crane, je vous arrête pour le meurtre d'Edward Thornwood et la tentative de meurtre d'Emily Weatherby. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. » Margaret se laissa faire sans résistance, son corps entier exprimant une résignation totale. Alors qu'il sortait de l'atelier, elle se tourna une dernière fois vers Miss Marple. « Dites-moi, Miss Marple, croyez-vous que mon père, Édouard, aurait pu me pardonner ?» Miss Marple la regarda avec compassion et tristesse. « Je crois qu'il vous aimait, Margaret, et l'amour d'un parent est souvent plus fort que n'importe quelle transgression. Mais c'est à vous maintenant de trouver votre propre rédemption. » 3 jours après l'arrestation de Margaret Crane, le jour de Noël arriva enfin sur St. Mary Mead. La neige avait cessé de tomber, laissant place à un ciel d'un bleu cristallin qui faisait scintiller le paysage blanc. Les cloches de l'église sonnaient joyeusement, appelant les villageois à la messe matinale. Miss Marple, vêtue de son plus beau manteau et coiffée d'un chapeau orné de houx, marchait lentement vers l'église, accompagnée de sa nièce et de l'inspecteur Craddock. Le drame qui avait secoué le village commençait doucement à s'apaiser, même si ses cicatrices mettraient longtemps à guérir. À l'hôpital du comté, mademoiselle Emily Weatherby s'était complètement rétablie et avait été autorisée à rentrer chez elle la veille. Elle avait reçu la visite de Miss Marple, qui lui avait doucement expliqué toute l'histoire. Sa mère, Edward Thornwood, et Margaret Crane. Emily avait pleuré longtemps, non seulement pour la sœur qu'elle n'avait jamais connue, mais aussi pour l'homme qui avait sacrifié tant de choses pour protéger sa mère. Il était un homme d'honneur, avait-elle dit à Miss Marple, et je veillerai à ce que sa mémoire soit honorée correctement, même si la vérité ne peut jamais être révélée publiquement. Après la messe, les 6 héritiers restants, Thomas Thornwood, le révérend Clément, le docteur Haydock, mademoiselle Weatherby, le notaire Petterick et madame Ashford se réunirent une dernière fois dans l'atelier pour une cérémonie privée. Le notaire Petterick avait apporté la boîte à musique inachevée, celle qui représentait le village entier, avec ses 7 figurines mystérieuses. À leur grande surprise, ils découvrirent qu'Edward Thornwood avait laissé des instructions détaillées pour terminer la boîte, avec une demande spéciale. Elle devait être achevée collectivement par tous les héritiers, chacun ajoutant sa propre touche finale. Thomas Thornwood
en tant qu'artisan formé par son oncle, supervisa le travail. Le révérend Clément peignit la petite église miniature avec des couleurs vives. Le docteur Haydock ajouta les détails médicaux aux figurines, leur donnant une apparence vivante et réaliste. Mademoiselle Weatherby broda des rideaux minuscules pour les fenêtres des maisons. Petterick installa le mécanisme musical perfectionné qu'Édouard avait conçu. Madame Ashford, avec ses mains arthritiques mais habiles, vernit l'ensemble de l'œuvre. Et Miss Marple, invitée d'honneur, bien qu'elle ne fût pas une héritière, plaça la dernière pièce, une minuscule figurine d'un vieil homme dans son atelier, entouré de jouets. Lorsque la boîte à musique fut enfin terminée et qu'ils la remontèrent pour la première fois, elle joua non pas le bon roi Wenceslas, mais une mélodie originale, composée par Thornwood lui-même. C'était un air doux et mélancolique, mais aussi plein d'espoir et de rédemption. La musique semblait raconter une histoire, l'histoire d'un homme qui avait commis une erreur par amour, qui avait passé sa vie à essayer de la réparer et qui avait finalement trouvé la paix en révélant la vérité. Les larmes coulaient sur les joues de tous les présents, alors qu'ils écoutaient le dernier cadeau d'Edward Thornwood. Ils savaient, dit doucement Miss Marple, après que la musique se soit tue, ils savaient qu'en révélant la vérité, ils risquaient de déclencher une tragédie. Mais ils croyaient aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était préférable au mensonge. Cette boîte à musique était son message final. Nous sommes tous connectés, tous partis d'un même village, d'une même communauté, et nos secrets, lorsqu'ils sont cachés, peuvent détruire ces liens. Le révérend Clément hocha la tête solennellement. Il nous a laissé un dernier cadeau, mais aussi un avertissement. Le passé ne reste jamais enterré, et les mensonges finissent toujours par ressurgir. Les héritiers décidèrent collectivement que la boîte à musique serait exposée dans l'église de St. Mary Mead, comme un monument à Edward Thornwood, et un rappel pour les générations futures. L'argent du testament additionnel, celui destiné à Margaret, fut placé dans une fondation pour aider les enfants orphelins et les mères célibataires, perpétuant ainsi l'esprit de compassion qui avait animé les actions de Thornwood. Margaret Crane, elle-même, fut jugée et condamnée à 15 ans de prison, sa confession complète ayant joué en sa faveur. Elle passerait le reste de sa vie à chercher la rédemption pour ses actes terribles. Ce soir-là, alors que Miss Marple retournait chez sa nièce à travers les rues enneigées de St. Mary Mead, elle s'arrêta un moment devant l'atelier maintenant sombre et silencieux. Elle pensa à Edward Thornwood, à son amour sacrificiel, à sa quête de rédemption et à la tragédie finale qui avait résulté de ces révélations. Le village dormait paisiblement sous son manteau de neige, ses secrets maintenant révélés, ses mensonges, enfin, exposés à la lumière. Miss Marple sourit doucement, sachant que même dans les endroits les plus tranquilles, les plus charmants, se cachaient toujours des histoires de passion, de trahison et de rédemption. C'était la nature humaine, aussi inévitable que les saisons, aussi éternelle que l'amour lui-même. Et tandis que les cloches de minuit sonnaient, accueillant véritablement Noël, elle se dit que peut-être, juste peut-être, Edward Thornwood avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps.